Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Depuis un demi-siècle, vous avez énormément travaillé dans des univers très différents. Vos souvenirs du passé vous donnent un recul qui vous permet aujourd'hui d'aller de l'avant dans un roman où se mêlent le passé et le futur. Bonjour José Frêche. Bonjour. Alors, on vous avait reçu tout au début des clés d'une vie, il y a bien longtemps. Vous avez fait beaucoup de choses depuis, et puis ce livre, La Présidente, qui se termine en 2040, qui est chez XO, qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, vous le savez, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Donc j'ai un peu trouvé des dates différentes de la première fois, et notamment le 3 janvier 1984, votre première télé. Vous parlez justement d'une première dans tous les sens du terme aux actualités régionales de l'Île-de-France. On vous présente comme le monsieur câble de la ville de Paris et vous évoquez un projet novateur, une télévision par câble pilote dans le 13e arrondissement. Oui, effectivement, c'était un des grands dossiers que le maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac, m'avait confié. Jusqu'à cette époque-là, il y avait peu de chaînes de télévision et elles étaient toutes diffusées par voie hertzienne. Il y en avait 3, exactement. Il y en avait 3 et bientôt une 4e qui était la fameuse 4e chaîne. Et donc la télévision par câble qui avait été développée aux États-Unis et au Canada, ça consistait à envoyer les images de télévision par des fils et non plus par des voies hertziennes. Et donc ça permettait d'avoir plusieurs télévisions. Et donc déjà en 1984, par exemple à Montréal, les abonnés à la télévision par câble avaient 20, 30, 40 chaînes de télévision, alors qu'en France, on n'en avait que 3. Et effectivement, l'idée qui avait été lancée à l'époque, c'était donc de diffuser toutes ces télévisions dans la ville de Paris et alentour pour justement permettre aux téléspectateurs d'avoir un choix beaucoup plus important que celui qui était à la disposition des gens à l'époque. Et l'objectif était alors très modeste, José Frêche, puisque je crois que vous aviez prévu 46 000 abonnés pour la première saison. Oui, parce que en fait, on était tributaire du réseau de téléphone, puisque c'était du fil de cuivre qui devait acheminer les images de télévision par câble. C'était à l'époque ce qui était l'ancêtre de France Télécom et donc d'Orange, qui était la direction générale des télécommunications. Vous voyez, nous sommes dans des temps antédiluviens, qui était l'opérateur. Et donc, il fallait, l'idée était d'utiliser le réseau de téléphone tel qu'il existait, de faire ce qu'on appelle toujours un multiplexage, qui permettait de diffuser plusieurs canaux de télévision sur les fils qui normalement étaient réservés à la voix, puisque c'était le téléphone. Donc c'est l'ancêtre de la télévision d'aujourd'hui, José Frêche. Donc c'est l'ancêtre de la télévision d'aujourd'hui, à ceci près qu'à l'époque le signal était toujours analogique, il n'était pas encore numérisé, et donc on était vraiment au balbutiement de la nouvelle économie d'aujourd'hui, mais bon, les choses ont toujours un début. Oui, mais on imaginait qu'il y aurait autant de chaînes aujourd'hui ? Alors, certainement pas, parce que d'abord, il n'y avait pas encore l'offre de toutes les télévisions par satellite. La numérisation du signal n'existait pas encore, ou en tout cas, elle était assez balbutiement. Donc, on tablait sur 20, 30 chaînes de télévision, ce qui paraissait déjà absolument colossal à l'époque. Alors, une autre nouveauté pour vous et une autre première, c'est que lorsque la mairie de Paris a été gagnée par Jacques Chirac, vous êtes devenu l'un des premiers à travailler à la communication de la ville de Paris. Il n'y en avait pas à ce moment-là. Bah oui, il n'y en avait pas. Et donc, moi, j'ai fait la connaissance de Jacques Chirac, c'était en 1982. Donc à l'époque, j'étais encore un tout jeune conseiller à la Cour des comptes, qui était le corps d'origine de Chirac. Et c'est comme ça que moi j'ai pu rentrer à la mairie, parce que je lui avais écrit un petit mot. Il m'a reçu très gentiment et il m'a effectivement proposé de travailler à la direction de la communication, qui était une des directions qu'il avait lancées lorsqu'il avait été élu maire de Paris quelques années plus tôt. Alors, le premier maire de Paris, je l'ai un peu retrouvé, il s'appelait Jean-Sylvain Bailly, je ne sais pas si vous le savez. Oui. Il a été élu le 14 juillet 1989 et lorsque le roi Louis XVI est venu lui présenter ses civilités, il lui a offert une sorte de médaille, une cocarde tricolore. C'est vrai. Et ensuite, la mairie de Paris a été considérée très rapidement par le pouvoir central comme quelque chose de gênant, et donc elle n'a bénéficié d'un statut de plein exercice, c'est-à-dire d'un statut municipal, que en 1977, c'est Giscard qui l'a voulu,
en imaginant qu'il allait mettre Giscard à la mairie de Paris, un de ses fidèles qui était Michel d'Ornano. Oui. Et manque de peau pour Michel d'Ornano, c'est Jacques Chirac qui a été élu maire de Paris. Et on peut dire que pour Chirac, la conquête de la mairie de Paris a été un premier pas vers la conquête de l'Élysée. Alors il se trouve aussi que c'était une époque où la mairie de Paris avait encore une dimension humaine. Il n'y avait pas de rats dans les rues de Paris. Effectivement, il n'y avait pas de rats dans les rues de Paris. Et je pense aussi, sans faire de mauvais esprit, qu'il y avait beaucoup moins de fonctionnaires et de personnel pléthorique comme c'est le cas aujourd'hui à la mairie. D'après ce qui se dit et d'après les chiffres qui circulent. Oui, et ils circulent bien en ce moment. Alors, il se trouve aussi que vous êtes quand même très loin de votre ville natale, Dax, parce que vous n'êtes pas du tout de Paris. Et Dax, d'ailleurs, j'ai découvert qu'aux États-Unis, on connaît Dax, mais pas la ville, parce qu'on l'associe à Dax Shepard, un acteur humoriste qui anime Armchair Expert, un podcast qui interviewe des célébrités. Ah, voyez, alors là, vous me l'apprenez. Et c'est vrai que Dax, c'est votre ville d'origine, avec un père, Claude Henry, qui était professeur de lycée et d'université, je crois. Oui, qui a fait sa carrière d'abord à l'étranger et ensuite qui a fini comme professeur à l'université d'Aix-en-Provence où moi-même j'ai passé mon bac et j'ai fait mes premières années à l'université. Et dans vos jeunes années, José Frêche, vous avez beaucoup déménagé. Nous avons effectivement beaucoup déménagé. Moi je suis presque né au Portugal. C'est pour ça que je m'appelle de mon prénom, c'est José. Ensuite nous sommes partis au Brésil. Ensuite nous sommes passés en Italie, à Rome, où mon père était au lycée Chateaubriand, au moment d'ailleurs des Jeux Olympiques. Et ensuite, nous sommes revenus au Portugal et enfin, aller à Aix-en-Provence, qui était pour moi la première fois où j'habitais vraiment en France. Donc j'avais à l'époque 16 ans. 17 ans et donc j'ai découvert la France sur le tard. Je la connaissais uniquement pendant les vacances lorsque nous rentrions dans les Landes qui est mon berceau familial. Alors, il se trouve que je me suis un peu renseigné et que le lycée où vous avez commencé vos études à Sao Paulo s'appelle le lycée Pasteur. Oui, absolument. Qui est un des lycées les plus prestigieux du Brésil. C'était comme beaucoup de lycées français à l'époque et surtout d'ailleurs au Brésil puisque le Brésil a une tradition francophile et francophone, extrêmement importante depuis le 19e siècle. Par exemple, au Brésil, Auguste Comte, le philosophe positiviste, a été tellement considéré comme une star, entre guillemets, de la philosophie, qu'il y avait des temples, encore dans les années 1960, à São Paulo et à Rio de Janeiro, d'Auguste Comte. Et donc les gens adhéraient au positivisme d'Auguste Comte et parlaient évidemment français. Et pendant la guerre, beaucoup de Français sont partis au Brésil, dont l'orchestre de Reventura. Et au retour est né, avec cet orchestre et Paul Mistraki, la première samba. C'était la plus belle fille du Brésil. Coquette, oui, honnête. Maria de Bahia, on ne connaissait pas la samba en France à cette époque, je ne sais pas si vous le savez. Non. Et c'est l'orchestre de Reventura qui l'a rapporté et elle est devenue célèbre. Formidable. Et il y a donc, à Rome, le lycée Chateaubriand, il était sous l'égide de l'ambassade de France. C'est quand même une autre époque, José Frêche. Oui, c'est une autre époque. C'était l'époque où, au lycée Chateaubriand, il y avait à la fois les Français expatriés, dont je faisais partie avec ma famille, et puis il y avait également des rejetons de la grande noblesse romaine, donc les Pamphili, les Borgia, etc., qui avaient leurs enfants au lycée Chateaubriand, qui était effectivement considéré à l'époque comme un lycée élitiste. Et il y avait effectivement des cours d'italien de très bon niveau au lycée, justement à destination de ces Italiens qui venaient faire leurs études. Ouais, et il y avait une professeure célèbre, Lucie Aubrac, je crois qu'elle a enseigné là-bas, et je crois que l'élève la plus célèbre, c'est Edmond de Charleroux. Ah oui, absolument, parce que je crois que son père était ambassadeur ou consul général à Naples, je ne sais plus. Et quand il y a eu le centenaire du lycée, elle est allée faire une conférence en évoquant 14 années passées à Rome entre lumière et découverte. Oui, et moi j'ai eu la chance à Rome de faire mon entrée en 6e à Rome, donc apprentissage du latin à Rome. Et donc, je garde de ces 2 ou 3 années, 6e, 5e, 4e, effectuées à Rome, un souvenir absolument inoubliable. C'était l'époque, dans les années 60, c'était tout à fait l'époque de la Dolce Vita encore.
Voilà. Et il y a eu ensuite le Portugal, avec le lycée Charles Lepierre. Et là aussi, c'est un établissement où les valeurs de la langue française sont respectées. Absolument. Et c'est également un établissement très coté à Lisbonne, où toutes les nationalités présentes au Portugal font leurs études au lycée Charles Lepierre. Le problème dans tout ça, José Frêche, c'est qu'on ne se fait pas de copains pendant les années de lycée. Ben, c'est-à-dire, on peut s'en faire, mais comme on change beaucoup, on se perd de vue. Alors ensuite, on se retrouve. Hein. Moi, j'ai retrouvé un très bon ami de lycée au Portugal, dont le père était conseiller d'ambassade et qui d'ailleurs maintenant est un éminent membre de l'Académie des Beaux-Arts et un des plus grands dessinateurs, graveurs français, Éric Desmazières. Et il se trouve aussi que vous êtes arrivé en France en mai 68 pratiquement. Absolument, un an avant le mois de mai 68. Et je dois dire, quand la première fois que j'ai découvert Aix-en-Provence, donc en fin 66, début 67, ce qui m'a surpris le plus, Aix-en-Provence à l'époque était une petite ville, hein, il y avait à peine 30 000 habitants. Ce qui m'a surpris le plus, c'était le nombre de magasins, de commerces. Je n'avais jamais vu des rues avec autant de magasins à touche-touche. À Lisbonne, il y avait beaucoup moins de magasins. Vous voyez, c'est des souvenirs presque d'enfance, hein, mais extrêmement frappants. Et donc, une ville commerçante comme je n'en connaissais pas. Ça, c'était les débuts. Et puis, il y a une autre date que j'ai repérée dans votre parcours. C'est le 29 janvier 1972. À tout de suite sur Sud Radio avec José Frêche. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité José Frêche. Nous parlerons tout à l'heure de ce nouveau roman volumineux, La Présidente chez XO. Un roman qui se passe de 1981 à 2040. C'est demain. Alors, une autre date qui est dans votre parcours, après vos débuts, le 29 janvier 1972, j'ai repéré votre première conférence, des initiations aux esthétiques de l'Asie, une conférence sur l'art de la Chine au musée Guimet. Absolument, parce que à l'époque, j'avais été reçu au Conservateur des musées de France, qui aujourd'hui est l'équivalent, c'est l'Institut du patrimoine, donc un concours qui permettait de devenir conservateur. Vous étiez premier, je crois, non? Oui, j'ai été reçu premier, effectivement. Bon. Et ce qui ne m'a pas empêché d'ailleurs de quitter les musées assez vite. Et donc à l'époque, j'étais un conservateur stagiaire au musée Guimet, puisque j'avais appris le chinois et donc on m'avait affecté au musée Guimet. Et effectivement, au musée Guimet, il y a une jolie salle de théâtre, hein, au sous-sol, et il y avait, je crois que c'était le samedi après-midi, des conférences qui étaient ouvertes au public justement sur les arts de l'Asie, et j'ai été à l'époque, la directrice du musée m'avait demandé si je serais d'accord pour faire des conférences, donc j'ai accepté, effectivement j'ai fait cette conférence. Ce jour-là, vous voyez, je m'en souvenais pas, mais vous me le rappelez. Et vous l'avez refait 15 jours plus tard d'ailleurs. C'est possible. Et le musée Guimet, on a un peu oublié, mais il a été créé en 1889 au moment de l'exposition universelle de Paris. Absolument, par Émile Guimet, qui était un industriel lyonnais, qui était un homme curieux, un grand voyageur, qui avait amassé une collection d'arts asiatiques, qui a commencé par faire un musée Guimet à Lyon, et ensuite il a, si j'ose dire, transformé l'essai en bâtissant et le musée Guimet à Paris, qui à l'époque était un musée qui était centré essentiellement d'ailleurs sur l'Indochine, le Cambodge, et pas encore tout à fait sur la Chine. Et petit à petit, quand Guimet est mort et qu'il a fait legs de sa collection, l'État français, donc le Louvre, hein, et le ministère des Beaux-Arts à l'époque et de la Culture après, ont enrichi les collections du musée Guimet, qui est aujourd'hui le musée asiatique hors de Chine le plus important concernant les collections. Et le père d'Étienne Guimet, Jean-Baptiste Guimet, était un chimiste important. Je ne sais pas si vous le savez, il a mis au point une couleur, le bleu intense, qui est devenu universel dans la peinture et dans la mode. Et le bleu Michou, à la base, c'est le bleu intense de Jean-Baptiste Guimet. Effectivement, c'est une famille. Je savais que la famille Guimet était une famille d'industriels de la chimie. Alors, la passion pour la Chine, c'est né comment, José? Alors, la passion pour la Chine, elle est née en fait de manière assez fortuite. À l'époque, nous étions au Brésil, et donc on m'avait offert pour mon anniversaire Tintin et le Lotus Bleu. Oui. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'écriture chinoise, les idéogrammes, l'écriture de haut en bas.
Et puis, à l'époque, ma fascination pour justement le Shanghai des années 30, puisque c'est le cadre dans lequel Hergé met son héros Tintin, le Lotus bleu. Et donc tout ça, ça m'a donné envie d'aller voir un peu de l'autre côté de la mer et des océans, ce qui se passait dans l'Extrême-Orient et donc en particulier en Chine. Et c'est comme ça qu'à Aix-en-Provence, j'ai eu la possibilité, après mon bac, de m'inscrire à la faculté des lettres d'Aix, où il y avait justement pour la première fois un enseignement de chinois qui avait été ouvert. Oui, je crois qu'il y avait 4 personnes inscrites. Il y avait 4 personnes inscrites. Dont je faisais partie, un très grand professeur qui était Léon van der Merch, qui malheureusement est décédé il y a quelques années, qui était un grand spécialiste de l'écriture chinoise archaïque, et donc un monsieur de très très haute volée scientifique qui apprenait aux béotiens que nous étions, ces 4 élèves, le b.a.-ba, si j'ose dire, du chinois. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me familiariser avec cette civilisation tout à fait étonnante et tout à fait foisonnante qu'est la civilisation chinoise. Alors, il se trouve, José Frêche, qu'en même temps, tout en faisant une licence de l'art en chinois, vous avez obtenu un diplôme d'institut politique. Ça n'a rien à voir au départ? Non, ça n'a rien à voir, mais c'était effectivement, à l'époque, on pouvait faire, il n'y avait pas Parcoursup, il n'y avait pas un système un peu d'entonnoir aujourd'hui où malheureusement on met les jeunes et on leur donne pas trop le choix parce qu'ils sont un peu conduits comme ça par des algorithmes vers une discipline particulière. À l'époque, on pouvait je dirais butiner un peu à droite à gauche, et effectivement j'avais suivi les cours de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, qui se trouvait d'ailleurs juste à côté de la faculté des lettres où on enseignait à la fois l'histoire de l'art et le chinois, et donc j'ai effectivement eu un diplôme de sciences politiques non pas de Paris, mais d'Aix-en-Provence à l'époque. Voilà. Et résultat, un petit tour dans les musées Guimet, le Louvre en particulier, en province, voilà. Et puis vous passez à autre chose, c'est-à-dire que vous décidez de faire l'ENA. C'est-à-dire, entre-temps, je me marie, je fais mon service militaire dans les services spéciaux, donc qui était, à l'époque, ça s'appelait pas encore la DGSE, c'était le SDEC. Et donc je fais, puisque je parlais chinois, on m'avait orienté par là. On m'a d'ailleurs proposé à la fin du service de rentrer dans les services spéciaux, de devenir agent secret. Je n'ai pas voulu. J'ai peut-être eu tort. Des livres, mais... J'ai peut-être eu tort, mais bon, le colonel qui dirigeait le service du renseignement était un peu déçu parce qu'il m'avait dit mais on vous embauche tout de suite, on vous prend en sous-lieutenant et ensuite vous serez lieutenant, capitaine, etc. Donc j'ai pas voulu. Et effectivement, quelques années après, j'ai passé le concours de l'ENA. Et je suis devenu par la suite auditeur à la Cour des comptes. Voilà. Et pourquoi ce changement? Ça vous intéressait plus, les musées? Si vous voulez, c'était pour une raison. D'abord, effectivement, disons que j'étais peut-être un peu jeune lorsque je suis rentré dans les musées, et j'avais un peu peur de devenir un savant poussiéreux qui s'intéresse à des objets, qui va travailler pendant des mois et des mois sur une petite coupe ancienne en bronze archaïque avec des inscriptions, puis qui va publier ça, etc. Donc ça me faisait un peu peur, pour ne rien vous cacher. Et puis aussi, précision non négligeable, les conservateurs à l'époque étaient très très mal payés. Hein. On était vraiment payés, alors que le concours d'accès était très sélectif, on était très très mal payés. Et donc, à l'époque, dans les musées, il y avait 2 catégories de personnes. Il y avait soit les gens qui avaient beaucoup d'argent, qui étaient, d'ailleurs, tout le monde était des savants très importants, hein, mais il y avait des gens qui étaient là pour la beauté du geste et qu'il n'y avait pas de problème. Ils habitaient les hôtels particuliers, ils étaient des grands héritiers. Et puis il y avait d'autres personnes qui, elles, avaient un peu mon profil et que je voyais tirer la langue. Et donc je me suis dit non, tu peux pas, tu vas pas rester là-dedans. Et donc
effectivement, j'ai passé le concours de l'ENA et je suis devenu haut fonctionnaire. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que je suis rentré au service de Chirac en 1982. Oui, et il se trouve, José Frêche, que votre promotion, c'était la promotion Pierre Mendès France, et que parmi les promus, il y avait un certain Philippe de Villiers, je crois. Absolument, qui est un ami que je connais bien et qui, déjà à l'époque, avait lancé le Puy du Fou. Et d'ailleurs, on avait lié connaissance et même eu des liens amicaux pendant la scolarité. Et après la scolarité, on ne s'est pas perdu de vue parce que Philippe, lui, il est devenu sous-préfet à la sortie de l'ENA. Et quand, en 1981, il a démissionné avec fracas du corps préfectoral et il est devenu, il est rentré en politique et à ce moment-là, d'ailleurs, on a continué à se voir et voilà. Donc, s'il écoute cette émission, je lui passe le bonjour. Et puis, alors, vous êtes effectivement, plutôt que le passé, vous avez choisi le futur, puisque vous avez travaillé auprès de Jacques Chirac en devenant un homme d'image et en mettant au point avec la vidéothèque des films sur Paris. Et le premier film sur Paris, c'était celui-ci. C'est ainsi qu'aura cœur, on cueille comme une fleur. Premier film parlant et chantant sous le toit de Paris de René Clair avec Albert Préjean, diffusé à la vidéothèque, car la vidéothèque de Paris, ça a été également quelque chose d'important dans votre parcours, José Frêche. Oui, absolument. Alors la vidéothèque avait été créée par Chirac et l'idée, c'était de rassembler dans un lieu toutes les images sur Paris, les images fixes et animées, et de mettre en place, de les mettre sur des cassettes, les films ou les reportages. À l'époque, il n'y avait pas encore des disques compacts et encore moins des clés USB. Et donc les cassettes ensuite étaient disposées dans des racks et il y avait un robot qui venait les chercher et on pouvait piloter ça depuis une salle où le public pouvait venir s'installer et appeler donc le film et l'image qu'il voulait voir sur une console. Et l'idée de la médiathèque, à l'époque on l'appelait la vidéothèque, et aujourd'hui c'est Paris Forum des images. Oui. Et donc l'idée avait été soufflée à Chirac par un poète, un grand poète français qui était Pierre Emmanuel. Exactement. Qui avait, Chirac avait comme ça de très grandes admirations pour des poètes ou pour des écrivains, enfin, ou des grands historiens, enfin bon, des gens qui étaient quand même toujours d'ailleurs un peu marginaux dans leurs bords, sur les bords. Et donc, ces gens-là avaient accès à Chirac en direct. Chirac les voyait en tête à tête. Et puis, comme ça, un beau jour, il y avait quelque chose qui tombait à un oukase. Il disait, bon, vous allez... il y a telle personne qui m'a dit ça et on va faire ça. Et donc, c'est comme ça que le Forum des images, la vidéothèque de Paris... est sorti des limbes et effectivement, à un moment donné, Chirac m'a demandé de devenir le directeur de cette institution que nous avons inaugurée en 1988. Exactement. Alors ça, c'est le côté image, et puis il y a le côté écrit qu'on va commencer à évoquer à travers la date du 28 août 2002. A tout de suite sur Sud Radio avec José Frêche. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité José Frêche, la présidente de Roman chez XO, on va en parler tout à l'heure. Mais j'en reviens au 28 août 2002, un jour qui a changé votre vie, car ce jour-là sort le premier tome d'une trilogie, Le Disque de Jade. Et c'est un roman qui se déroule en Chine au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et ce roman va changer votre vie, José Frêche. Oui, parce que d'abord, il va marcher. Oh, énormément. Il marche bien. Et donc, l'éditeur, Bernard Fixot, est content. Et moi, je me dis au fond que c'est peut-être un sillon que je vais creuser, que je dois creuser, puisque d'abord, je m'accomplis beaucoup dans l'écriture. Donc, j'aime écrire et j'aime penser des choses qu'ensuite je vais coucher sur le papier, et surtout dans le domaine de la fiction. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, je décide de me consacrer davantage à l'écriture. Et donc, j'écris d'abord les 3 tomes du Disque de Jade. Et ensuite, il y a d'autres
d'autres romans qui se dessinent et qui se mettent en route. Alors, Voilà. je crois qu'au départ, vous êtes arrivé chez Bernard Fixot avec l'idée de ce roman, et il a bondi de son fauteuil en disant « il y a 10 ans que j'attendais un sujet sur la Chine ». Oui, parce que Bernard, lui, avait découvert Christian Jacques et donc déjà des romans historiques sur l'Égypte. Et puis effectivement, quand je l'ai rencontré, et c'est ce qu'il m'a dit, et effectivement, les deux civilisations qui dans l'imaginaire occidental font le plus rêver, c'est l'Égypte et la Chine. Donc effectivement, ça paraît assez logique que dans le domaine de la Chine, on puisse développer un certain nombre d'histoires et développer des histoires mêlant un cadre historique réel et scientifiquement établi avec des héros romancés qui, eux, vont se naviguer dans cette civilisation tout à fait étonnante. Mais au départ, romancier, c'était pas prévu dans votre parcours, José Frêche? Pas du tout. Pas du tout. Mais il faut dire, avant, moi j'ai été un peu prisonnier de mes diplômes et de mes études, puisque j'ai fait des études. Bon, et comme j'avais une certaine facilité pour les faire, je les ai, si j'ose dire, un peu accumulées. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça qui me convenait ou dans lequel je m'épanouissais. Et donc, effectivement, la création est quelque chose qui correspond peut-être plus à mon tempérament et à ma vocation profonde, et notamment la création littéraire. Et c'est un travail de recherche et de simplification en une époque où finalement la civilisation chinoise, elle n'est pas très connue dans la littérature et encore moins dans la BD. Je me suis renseigné, je n'ai trouvé dans les années 60-70 qu'une seule BD, Le Juge Ti, inspiré d'une histoire chinoise, dans Spirou. Sinon, il n'y avait rien, ça n'existait pas. Il y avait l'Égypte avec le mystère de la Grande Pyramide, mais la Chine, non. Absolument. Et c'est vrai que d'abord, il faut dire aussi que d'abord la Chine, c'est plus loin que l'Égypte. Bon, puis l'Égypte, nous, on a quand même, on a Napoléon qui a fait la campagne d'Égypte. Bon, et puis l'Égypte, à la limite, si vous voulez, d'abord, la civilisation égyptienne n'existe plus, et c'est un tout qui est peut-être plus simple que la civilisation chinoise, qui est à quelque chose d'immense et qui continue à se dérouler, puisque la Chine existe toujours, et la Chine d'aujourd'hui, la Chine communiste de Xi Jinping, ça n'est que le prolongement de la Chine multiséculaire dont je parle dans le disque de Jade. Oui. Et donc, ça est vu aujourd'hui, la crainte un peu qu'inspire la Chine, je pense que c'est peut-être aujourd'hui un peu plus difficile de s'intéresser à la Chine à cause de ça que de s'intéresser à l'Égypte, parce qu'au fond, l'Égypte, c'est les pharaons, c'est les pyramides, puis ça mange pas de pain, quoi. On va aller voir le grand musée au Caire, et puis voilà. Alors que la Chine, ça peut éventuellement aujourd'hui nous inquiéter, compte tenu de ce qui se passe sur la planète le 19 janvier 2026. Exactement, c'est autre chose, oui. Alors, il se trouve que à l'époque, non seulement vous êtes l'un des premiers à faire des livres sur la Chine, mais en fait, le cinéma n'en avait pas parlé, sauf pour un film. Les Chinois à Paris de Jean-Yann, où il caricaturait la Chine avec une invasion de la Chine tout à fait pacifique, et il inventait un système de taxi en pouce-pouce. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Oui, et c'est vrai qu'à l'époque, ce film a marché, mais c'était une nouvelle vision de la Chine. Oui, c'était une nouvelle vision de la Chine, encore que le péril jaune, ça existe depuis le 19e siècle. C'est les Allemands, les Prussiens... qui avait comme ça lancé l'idée que les Chinois se développaient un peu comme des fourmis, et qu'à un moment donné, les fourmis, elles vont se précipiter sur le champ de blé et il restera plus rien. Bon, et donc il y a eu cet imaginaire des Chinois, population extrêmement nombreuse, qui tout d'un coup va fondre sur l'Occident, ce qu'on appelait donc le péril jaune à une certaine époque. Et puis donc votre livre est arrivé et le succès a été immense. Vous l'avez imaginé, ce succès, José Frêche? Non, je n'imaginais pas du tout le succès, ni les traductions qu'il y a eu. Une vingtaine, je crois, oui. Une vingtaine de traductions.
Et effectivement, alors il y avait quand même eu des livres sur la Chine. Alors d'abord des livres sur des spécialistes, puisque ce qu'on appelle la sinologie, c'est-à-dire l'étude de la civilisation chinoise ancienne, est quelque chose de très important en France, avec toute une série de savants, tous plus glorieux les uns que les autres, qui ont publié, mais effectivement qui publiaient des livres pour des savants. Donc ça restait entre savants. Ensuite, il y a eu le livre de Perfit. Oui, qui a été un peu né par hasard, puisque je crois qu'il avait dirigé une commission des affaires culturelles en Chine. Absolument. Il avait ramené des notes dont il a fait un livre best-seller. Dont il a fait un livre best-seller. Il est arrivé en Chine, il ne connaissait absolument pas la Chine. Il a découvert la Chine. Il a été fasciné par l'organisation pyramidale du pouvoir. À l'époque, la Chine était quand même un pays, quand Perfit y est allé, c'était un pays pauvre et communiste. Et les gens étaient, il y avait quand même la moitié de la population qui était largement sous le seuil de pauvreté. Mais tout ça, ça marchait à la baguette, avec Mao au-dessus qui dirigeait tout ça, Zhou Enlai et tous les grands révolutionnaires de créateurs de la Chine populaire. Et donc, Perfit a été fasciné par ce pays d'ordre absolu et comme c'était quand même un esprit très brillant, Perfit, il a deviné que la Chine, à partir du moment où elle s'ouvrirait, parce que ça a toujours été un pays de commerce, et donc les communistes avaient tué le commerce, et donc ce que Perfit s'est dit, c'est qu'à un moment donné, les communistes ne pourront pas continuer à interdire le commerce, et que le jour où la Chine va s'ouvrir au commerce, ça va devenir une superpuissance économique. Et donc ça, il a eu cette intuition quand même très tôt. Son livre, qui était un livre bien écrit, parce qu'il avait toute une armée de documentalistes et de jeunes gens brillants et de jeunes femmes brillantes dans son cabinet, puisque c'était un ministre du général de Gaulle et de Giscard par la suite. Et donc il a fait ce livre qui a eu énormément de succès. Et qui s'appelait donc « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera », citation de Napoléon. Et vous avez écrit ensuite « Quand les Chinois cesseront de rire, le monde pleurera ». Voilà, ça j'ai écrit ça il y a presque 20 ans. Oui. Et c'est peut-être un peu prémonitoire, parce qu'aujourd'hui, la Chine de 2026, qui nous fait peur, elle va pas si bien que ça, contrairement à ce qu'on pense. Les dernières statistiques démographiques qui viennent de sortir montrent qu'en Chine, en 2025, c'est l'année où il y a eu le moins de naissances en Chine. Donc la Chine est un pays qui vieillit, et de manière accélérée, parce que eux, ils ont interdit d'avoir plus d'un enfant pendant des décennies. Et donc ce système de l'enfant unique aujourd'hui se retourne contre la Chine, qui est un pays qui vieillit de manière exponentielle, et avec une jeunesse chinoise qui a très peu accès au travail, au monde du travail, est l'objet d'une concurrence acharnée, est obligé de se faire une concurrence acharnée pour entrer à l'université. Donc les parents sont obligés, comme en Corée du Sud, de payer des cours particuliers à leurs enfants pour qu'ils puissent entrer à l'université. Donc tout ça, comme au Japon aussi. Donc c'est une pression énorme sur les épaules de la jeunesse chinoise qui aujourd'hui, d'abord, est totalement dépolitisée, et deux, en a tellement marre qu'elle se replie sur les écrans, et il y a une expression en Chine aujourd'hui qui consiste à dire faire la planche. Donc ils font la planche, donc ils sont sur l'eau, sur le dos, ils bougent pas et ils se laissent flotter, et les parents de cette jeunesse un peu désespérée, eux-mêmes, sont traumatisés parce qu'ils se disent finalement notre enfant va sans doute vivre moins bien que la façon dont nous avons vécu, alors que nos parents ont vécu beaucoup plus mal que nous. Et donc vous voyez, il y a un retournement, un peu comme ce qui se passe en Occident et en France, où la classe moyenne craint pour l'avenir de ses enfants. Et donc on ne peut pas dire que la Chine aujourd'hui soit dans une position
aussi conquérante qu'on veut bien le dire lorsqu'on regarde les choses vues à la loupe européenne d'aujourd'hui. Et vous l'avez compris, je crois, José Frêche, lorsqu'en 2010, vous avez présidé le pavillon français d'exposition universelle de Shanghai. Et cette exposition universelle, vous avez dit, j'accepte d'y participer parce que je pense que ce sera la dernière aussi importante. Oui, et si vous voulez, c'était d'ailleurs, c'était en 2010. Oui. 2 ans avant, la Chine avait eu les Jeux Olympiques à Pékin. Ensuite, elle avait eu l'exposition universelle à Shanghai, où il y a eu 100 millions de Chinois qui sont venus voir ça. Et donc 10 millions qui sont venus voir le pavillon de la France. Donc ça a été extraordinaire. Mais en plus, je crois que les dépenses ont été beaucoup plus fortes que pour les Jeux Olympiques. Je crois que c'est 44 milliards d'euros qui ont été dépensés. Oui, absolument, parce qu'ils ont reconstruit tout un quartier de Shanghai, ils ont mis tous les moyens qu'il fallait. Et je dirais qu'après ça, donc à la fin de l'année 2010, il y a eu comme un espèce de retournement de la situation en Chine. Ça a commencé à si vous voulez, cette espèce d'optimisme extraordinaire dont l'acmé, justement, est l'exposition universelle, où vous avez une joie extraordinaire, les gens viennent voir ça. Et en plus, cette exposition universelle, c'était unique, parce que vous aviez à la fois, évidemment, le pavillon chinois, un énorme pavillon, les pavillons européens, Italie, France, le pavillon anglais à côté du pavillon français, magnifique, le pavillon de la Corée du Sud, le pavillon de l'Arabie Saoudite, le pavillon de la Corée du Nord, le pavillon de l'Iran. Donc tout ça, si vous voulez, y compris tous les États voyous rassemblés dans cet énorme le parc d'attractions avec ces millions de personnes qui venaient faire la fête, de tous ces Chinois. Et puis, je dirais que ça fait partie de la Chine triomphante et encore optimiste. Et après ça, le basculement se fait. Alors, les historiens nous expliqueront comment et pourquoi. Et en 2000 et l'année suivante, donc 2011-2012, Xi Jinping devient le dirigeant chinois. Et à ce moment-là, verrouillage complet. Arrivé au pouvoir d'un homme qui est un marxiste convaincu, Xi Jinping, qui considère in petto que le capitalisme, c'est affreux, et donc qui voit d'un très mauvais œil toutes les marques de luxe, tous les voitures, les Maserati, les Ferrari, les appartements absolument extraordinaires à Shanghai, Pékin, etc. Donc, qui n'aime pas la richesse étalée et qui a très peur que son pays perde ses racines profondes, qui sont des racines collectivistes, et au fond qui aujourd'hui correspond un peu à cette Chine qui a peur de l'avenir et donc qui est un peu raidie sur elle-même et dont je pense la population est beaucoup moins heureuse aujourd'hui qu'elle n'était il y a une dizaine d'années. Ça, c'est le passé, mais le futur, on va l'évoquer à travers la date du 6 novembre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec José Frêche. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité José Frêche. Nous avons évoqué votre passé, votre passion de la Chine, toutes vos activités. Et puis, le 6 novembre 2025 est sorti un roman de près de 700 pages aux éditions XO, La Présidente. Alors, l'histoire, c'est qu'on est le 6 mai 2040. Une jeune femme de 31 ans devient présidente de la République française. Elle est née en Chine en 2009. Sa mère a vécu aux États-Unis. Et elle se prénomme Jade, un prénom qui vous a porté bonheur. Absolument. Alors, pourquoi cette idée? Qu'est-ce que c'est que ce livre? Alors, ce livre, ça part de 1981. Et ça va effectivement jusqu'en 2040. Et ça s'arrête, enfin, la première partie du livre s'arrête en 2025. Et donc, je raconte le monde depuis 1981 jusqu'à 2025. Et pourquoi cette idée? Et cette idée, c'est que, au fond, tout ce qui arrive aujourd'hui s'explique par ce qui est arrivé hier. Une sorte de maillon de chaîne. C'est une chaîne dont les maillons sont effectivement liés les uns aux autres. Tout s'explique par le passé, par l'histoire. Et donc là, je suis parti de 1981, j'aurais pu remonter
à 1950, à 1940 ou autre. Pourquoi 1981 ? Parce que c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir et que je pense que pour la France, il y a un certain basculement aussi qui se fait à ce moment-là. Et donc, au milieu de cette histoire du monde de 1981 à 2025, je fais intervenir un certain nombre de personnages, à la fois des personnages qui existent, ou qui ont existé, Mitterrand, Chirac, Clinton, Poutine, Xi Jinping, Deng Xiaoping, etc. Et au milieu de ça, qui sont des personnages que je montre dans certaines actions très précises, je fais intervenir mes personnages inventés, les héros de mon roman, et en particulier l'ascendance de cette jeune chinoise qui s'appelle Jade, donc sa grand-mère, ce qui s'est passé, et un peu d'ailleurs son arrière-grand-mère aussi, sa tante, sa mère, son père. Donc on raconte tout ça. Face à ça, il y a un certain nombre de personnages français qui interviennent, qui vont aller en Chine pour un certain nombre de raisons, qui sont des raisons soit le familial, soit parce que ils sont envoyés là-bas pour le business, comme on dit, soit pour d'autres raisons, le hasard faisant loi aussi dans cette histoire. Et donc, cette jeune fille, Jade, qui va être conçue à Pékin le soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2008. Donc elle va naître en avril 2009. Elle va avoir une destinée tout à fait extraordinaire parce qu'elle va perdre ses parents. Elle va être recueillie par sa tante qui elle-même et se met en couple avec un Français qui va finalement exfiltrer cette jeune Chinoise. Parce que comme cette jeune Jade n'a pas ses parents et donc la seule façon pour elle de ne pas être confiée au Parti communiste, c'est qu'elle soit exfiltrée en France par la personne qui va devenir un peu son père adoptif. Et donc je raconte comment ensuite cette jeune Chinoise qui est très intelligente, très douée et qui a une culture, la double culture, c'est-à-dire une culture française, mais également la culture chinoise, c'est-à-dire une culture confucéenne, parce que on l'oublie, mais la société chinoise, tout comme la société japonaise ou coréenne, sont des sociétés confucéennes. Donc, dans l'idéologie de Confucius, le grand philosophe du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui prône la suprématie du collectif par rapport à l'individuel. Et donc, le respect de la collectivité, l'effacement de l'individu au profit de la collectivité, le respect des anciens, le respect de l'histoire, l'ordre, et donc à la fois ça, plus la créativité française, l'ouverture aux autres que va avoir Jade, fait qu'elle devient une personne tout à fait exceptionnelle, qui va être finalement remarquée parmi la jeunesse. Et le pari que je fais, donc pour l'élection de cette jeune ex-chinoise, néo-française, à la présidence de la France, c'est qu'à un moment donné, la crise que nous subissons dans les pays occidentaux, et qui fait aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire sans exagération, mais disons que nous sacrifions la jeunesse par rapport à l'ordre établi pour les anciens. Regardez par exemple ce qui se passe sur les retraites, où effectivement on privilégie plus les retraités que les jeunes actifs, et donc c'est à juste titre, je pense en tout cas, qu'à un moment donné la jeunesse va dire stop. Maintenant, ça suffit. Et donc, ils vont se retrouver dans Jade, et Jade va devenir en quelque sorte leur porte-parole, la porte-parole de cette jeunesse, et c'est comme ça qu'elle va réussir à se faire élire présidente de la France sans l'avoir cherché. Il se trouve en plus que l'homme d'image que vous avez été, avec le câble que vous avez été le premier à découvrir, finalement, ça se rejoint dans ce livre, puisque vous évoquez les réseaux sociaux en montrant l'importance des réseaux sociaux. Et votre expérience du passé, là, elle sert, José Frêche. Oui, alors les réseaux sociaux, comme on dirait pour la langue d'Ésope, c'est la meilleure et la pire des choses. Bon. Mais
Je dirais, moi, je fais pas partie pour les réseaux sociaux, je fais pas partie de ceux qui jettent le bébé avec l'eau du bain en disant c'est affreux, c'est la foire d'empoigne, c'est la haine en direct, etc. Moi, je pense que c'est d'abord, c'est certes, ça peut être ça, mais c'est aussi des choses, enfin des moyens pour des gens de se retrouver entre eux, de faire passer des informations, de se reconnaître dans un certain nombre de héros, de valeurs ou autres. Et donc, je pense qu'on peut tirer, et même il faut tirer des réseaux sociaux, des choses qui sont tout à fait positives. Et donc, ce que fait Jade, c'est que elle va être portée justement par les réseaux sociaux, par la musique, par ce qui rassemble les jeunes d'aujourd'hui. Et ils vont vouloir tourner la page et donc entrer dans un monde qui va être tourné vers la jeunesse, vers l'optimisme, pas vers la guerre, pas vers la mort, pas vers les armes, pas vers la contrainte. Et donc, donc en ce sens, le pessimiste que je suis est optimiste, en tout cas pour les jeunes, puisque je fais élire cette jeune chinoise présidente de la France. Et je pense que c'est une issue un peu rêvée pour notre pays. Oui, mais qui est pas tout à fait improbable. Mais il se trouve aussi que vous évoquez à travers ce récit prémonitoire l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle qui est déjà présente, mais depuis très longtemps, hein, parce que tout le monde dit mais l'intelligence artificielle, ChatGPT, etc. Oui, bien sûr, depuis 3 ou 4 ans, il y a des nouvelles formes d'intelligence artificielle, et en particulier l'intelligence artificielle générative, qui font qu'effectivement, des tas de choses qu'on peut faire, qu'on peut susciter, des vidéos, alors là, pour le coup, des choses bonnes et très mauvaises aussi. Mais l'intelligence artificielle, donc les algorithmes, ça existe depuis déjà pas mal de temps, mais c'est vrai que ça va avoir un impact considérable sur nos sociétés. D'ailleurs, là, personnellement, je suis quand même un peu inquiet des conséquences que peut avoir l'intelligence artificielle, en particulier sur des économies qui sont des économies avec beaucoup de services, comme c'est le cas des économies occidentales, européennes, françaises, mais également américaines. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et je pense que là, effectivement, risque d'y avoir pas mal de casses et pas mal de dégâts. Et mais ce qu'on peut penser aussi, c'est qu'à un moment donné, le balancier sera allé tellement loin dans un sens qu'il reviendra dans l'autre. Alors, ce livre, vous dites que c'est le livre de votre vie, vous avez mis 4 ans à l'écrire, et il y a beaucoup de souvenirs personnels et inédits de vos années de fonctionnaire. Notamment, vous évoquez François Mitterrand, que vous appelez Ramina Grobis, d'ailleurs. Oui, c'est le seul surnom que je donne au personnage historique dont je parle dans cet ouvrage. Oui, parce que François Mitterrand, c'est un personnage que moi j'ai un tout petit peu connu, hein, j'ai pas du tout travaillé pour lui, hein, puisque je travaillais pour Chirac, mais je l'ai rencontré à plusieurs reprises. C'était un personnage tout à fait fascinant, qui a apporté à la fois beaucoup de choses positives, mais également, à mon avis, beaucoup de choses néfastes. Parce que à l'économie, hein, parce que c'est un homme qui ne s'intéressait absolument pas à l'économie et qui, alors effectivement, après il y a eu ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur, hein, donc on est passé d'un socialisme distributif à quelque chose qui était beaucoup plus entre guillemets libéral et politique de l'offre en 1984. Et puis ensuite, n'oublions pas que après 1988, il y a eu une dérégulation des marchés financiers, un peu à la Reagan, qui a été faite par Bérégovoy. Hein. Et donc tout ça, si vous voulez, fait qu'au fond, Mitterrand a un peu mis en germe, je pense, sans s'en rendre compte, hein, et sans le savoir, parce que lui, c'est pas des sujets qui l'intéressaient vraiment, un peu toutes les choses qui ont donné un certain nombre d'excès, et en particulier cette crise financière terrible de 2008, qui est un peu liée au fait qu'il y avait quand même, dans les marchés financiers, beaucoup de choses qui étaient un peu ni faites ni à faire. Il se trouve aussi que vous évoquez Chirac à la mairie de Paris, que vous avez connu en jogging et faisant des étirements, ce qu'on ne savait pas, José Frêche. Si, il faisait des étirements parce qu'il avait comme coach sportif Guy Drut. Et Guy Drut venait, je pense, au moins une fois par semaine, si ce n'est pas 2, pour lui faire des exercices. Mais Chirac, si vous voulez, était un homme extrêmement secret.
sur sa vie privée, sur ses... donc il compartimentait énormément et finalement très peu de gens savaient exactement comment Chirac vivait chez lui. Hein. C'était un homme extrêmement caparaçonné et très protégé de ce point de vue-là, qui se protégeait beaucoup. Ce livre aussi, José Fraisse, vous l'avez écrit avec le recul du temps, absolument pas dupe de cette comédie du pouvoir à laquelle vous avez assisté. Ben non, parce que moi, si vous voulez, moi j'ai vu ce qui se passe aujourd'hui en France ne m'étonne absolument pas. Hein. Bon, moi j'ai connu, enfin pour le coup j'ai bien connu Jacques Chirac. Je suis pas allé, quand il a été élu président de la République, je suis pas allé à l'Élysée. Mais vous voyez, quand il y a eu la dissolution de 1997, moi j'ai fait partie de ceux qui lui ont dit par écrit, mais c'est de la folie. Hein. Vous êtes en train de vous faire sauter le portrait en appuyant sur le bouton rouge. Et puis c'est là où je me suis rendu compte que autour le président, d'abord, c'est quelqu'un qui est très isolé, qui est entouré par des courtisans, donc par des gens qui n'osent pas lui dire les choses, vous voyez. Chirac était entouré par des gens qui l'ont poussé à faire les dissolutions et aucun aura eu l'idée de lui dire ou aura osé rentrer, forcer la porte de son bureau pour lui dire mais ne faites pas ça. Ou alors vous me passez sur le corps pour le faire. Personne ne lui a dit. Et aujourd'hui, je pense que Sarkozy également était entouré par beaucoup de gens qui lui disaient oui monsieur. Et je dirais que le plus grand défaut d'un chef de l'État, c'est de ne vouloir écouter que ce qu'on veut entendre. Et malheureusement aujourd'hui, moi je ne connais pas personnellement l'actuel chef de l'État français, mais d'après tout ce qui me revient et tout ce qu'on peut voir, hein, tous les gens qui étaient autour de Macron et qui pouvaient lui dire les choses sont partis. Oh, mais très vite, hein. Ça m'a un peu troublé. Et je pense qu'aujourd'hui, quand le président de la République est un homme seul, entouré de courtisans, il peut faire les pires bêtises. Et vous êtes un homme seul, mais qui a fait le meilleur, avec ce livre, La Présidente, qui est chez XO, qui est un roman passionnant, à la fois pour découvrir la Chine, de façon très simple, et pour découvrir les coulisses du pouvoir depuis 1981. Merci José Fraisse de vous être livré ainsi dans ce livre et continuez comme ça. Merci à vous, Jacques. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.